bonjour à tous. Donc, je suis Mathieu Chagnelot, je travaille à la direction développement des gaz verts de GRDF. Et je vais vous présenter du coup les nouvelles filières de production de gaz vert. Donc tout d'abord juste quelques mots mais très rapides sur GRDF. On est le principal distributeur de gaz. Donc en fait on s'occupe d'un réseau, on s'occupe de tuyaux pour environ 200 000 km de réseau. Donc en fait ça fait quand même 5 fois le tour de la Terre. Donc c'est un réseau qui est conséquent avec, on est présent dans plusieurs communes et on a environ 10 millions de clients pour 225 TWh de gaz distribués en 2024. Donc voilà, c'est assez conséquent et on est le principal distributeur en Europe. On a des clients à la fois qui sont résidentiels, donc c'est des gens en fait dans les maisons qui vont venir consommer du gaz pour la cuisson, pour les chaudières, pour se chauffer, mais aussi des sites industriels par exemple et d'autres types de clients. Donc à GRDF, on a un plan pour se décarboner. Donc l'objectif, c'est d'arriver à 2050 à 100% de gaz vert dans les réseaux de gaz. Donc nous, notre objectif, c'est de distribuer du gaz vert à horizon 2050 pour 100%. Et pour ça, on a différents jalons, différentes étapes. Et donc, en 2030, on va arriver à 60 TWh de gaz vert dans les réseaux de gaz. Et pour ça, on va s'appuyer sur deux technologies principales. La première technologie, c'est la méthanisation. Donc, c'est une technologie qui traite des déchets plutôt agricoles, qui sont destinés, en fait, vous pouvez les voir parfois quand vous passez sur les autoroutes, à côté des champs, des choses comme ça. C'est des cylindres avec les gros dômes verts. Donc ça, c'est la méthanisation qui crée du gaz qui peut être injecté dans les réseaux. Et on va venir aussi s'appuyer sur trois autres technologies qui sont donc la pyrogasification, la gasification géothermale et le power to gas. Et donc c'est sur ces technologies que je vais vous faire une présentation. Juste un mot sur le cercle francilien des nouveaux gaz. C'est pour dire qu'on a aussi des initiatives au niveau local en Île-de-France. C'est une animation qu'on propose à des acteurs aussi bien privés qu'institutionnels avec Natran, notre homologue transporteur, pour faire connaître les nouvelles filières de production de gaz vert, pour lancer des études et pour arriver finalement à des démonstrations et à des projets assez concrets sur le territoire. Donc, en commençant par la pyrogasification, donc c'est une technologie qui traite des déchets qui sont solides pour les transformer en gaz. Donc, ces déchets solides, ils peuvent être par exemple des déchets de bois, des déchets des meubles qui ont été jetés, par exemple, des encombrants, des choses comme ça. Pour vous expliquer assez simplement le fonctionnement, on a une première brique de technologie qui est la préparation de l'intrant. C'est-à-dire qu'on va prendre ces déchets de meubles, par exemple, on va les broyer, on va les former sous forme, par exemple, de pelés. Donc en fait, on va transformer la matière pour qu'elle soit très homogène et très facile ensuite à traiter. La deuxième brique de technologie, c'est la pyrogasification en elle-même. Donc c'est un grand réacteur finalement qui va venir chauffer à assez haute température et dégrader la matière sans la brûler. Donc il ne va pas y avoir de flamme, il ne va pas y avoir de combustion, mais on va venir transformer la matière solide en matière directement gazeuse. Et cette matière gazeuse, ça va être du coup ce qu'on appelle le syngaz. Ce syngaz, il va être composé de plusieurs molécules. On va pouvoir retrouver du dihydrogène, du méthane, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone. Et on va venir le laver pour enlever toutes les impuretés qu'on pourrait y trouver. Et ensuite, on va venir l'enrichir et donc enlever toutes les autres molécules qui ne nous intéressent pas pour les réseaux de gaz et les transformer en méthane qu'on va pouvoir venir injecter dans les réseaux de gaz, GRDF notamment. Et donc nous, en fait, en tant que gestionnaire du réseau, on s'intéresse à la pyrogasification parce que chaque étape et chaque couplage des technologies entre elles peut impacter la qualité du gaz in fine qu'on va injecter dans les réseaux de gaz. Et donc, voilà, cette technologie, elle présente de nombreux avantages parce qu'elle peut traiter différents intrants qui sont des intrants solides, comme je le disais, comme des déchets de bois. Parce qu'elle peut créer du gaz, du coup, en traitant ces déchets qu'on va pouvoir venir injecter dans les réseaux de gaz. Et parce que c'est une alternative à des méthodes de traitement qui sont beaucoup plus polluantes, comme par exemple l'incinération ou l'enfouissement. Et donc ça fait le lien avec les avantages environnementaux, parce qu'on a un bon rendement finalement sur cette technologie et on n'a pas d'émissions de particules par exemple dans l'air, parce que c'est justement le syngaz qui va être transformé en méthane qu'on va pouvoir venir injecter dans les réseaux de gaz, donc il n'y a pas d'émissions de particules. Et ça représente du coup 5 fois moins de gaz à effet de serre par rapport à d'autres méthodes qui sont beaucoup plus polluantes.
En France, on a plusieurs projets. Donc, il n'y a pas encore de projet qui injecte du gaz avec cette technologie dans les réseaux de gaz. Mais nous, justement, notre rôle, c'est de permettre l'émergence de cette technologie et pour qu'il y ait cette technologie qui injecte. Donc, on a deux types de projets. Des premiers projets qui sont des projets de démonstration. Donc, en fait, c'est des unités pyrogasification qui traitent des déchets, mais qui injectent pas, qui sont plutôt de petite taille et qui ont pour but de lever tous les verrous techniques pour permettre justement l'injection dans les 2 ou 3 prochaines années. Ça, c'est les projets à gauche. Et à droite, on a les projets d'envergure. C'est plutôt des très gros projets qui se montent avec des études de faisabilité. Et donc nous, notre but, c'est de permettre de s'assurer que ces projets qui se montent vont permettre d'obtenir un gaz qui sera injectable ensuite dans les réseaux de gaz. Et donc, en exemple de ces grands projets, on peut prendre celui-ci, le projet Green Gas Provence. C'est un projet qui va traiter de la biomasse qui est propre. Donc ça veut dire c'est par exemple des coques d'amandes, de la paille de lavande, de la paille de riz, qu'on va venir du coup transformer en gaz et qu'on va venir ensuite enrichir pour injecter dans les réseaux de gaz. Et donc nous, notre rôle par exemple, ça peut être le financement de tests et la conduite de tests sur des démonstrateurs, donc de transformer cette biomasse propre en gaz et de s'assurer que la qualité du gaz est conforme à nous, ce qu'on peut accepter dans nos réseaux de gaz. Le premier type de projet que je vous mentionnais, c'est les projets de démonstration. À GRDF aussi, notre rôle, ça peut être de permettre que d'aider ces projets de démonstration à injecter du gaz et donc à expérimenter l'ajout de différentes briques de technologie pour enrichir le gaz qui est produit et pouvoir l'injecter dans les réseaux. Et donc pour ça, on a lancé un appel à projet l'année dernière qui a permis de retenir 3 projets qu'on soutient, qui sont des projets du coup de traitement de biomasse propre pour produire du syngaz, et leur projet c'est d'ajouter une brique pour transformer ce syngaz en gaz qu'on va pouvoir injecter dans les réseaux de gaz et donc décarboner les réseaux. Voilà pour la pyrogasification. La deuxième technologie que je voulais vous mentionner, c'est la gasification hydrothermale. Donc c'est une technologie qui traite différents intrants qui peuvent être par exemple des intrants plutôt liquides qui sont difficilement traitables dans les autres filières de valorisation. On peut retrouver par exemple la boue de station d'épuration ou alors les digestats de méthanisation qui ne sont pas épandables, et des déchets de l'industrie chimique et pharmaceutique. Donc vraiment des déchets qui sont composés d'une ou deux molécules et qui sont très difficiles à traiter dans les autres filières. Son fonctionnement, il est plutôt simple. En fait, on va rentrer de l'intrant, donc par exemple une boue de station d'épuration dans la gasification hydrothermale. On va monter à très haute température et très haute pression. Et on va venir dégrader toute cette matière et la transformer directement en gaz. Donc il ne va pas y avoir non plus de combustion, on ne va pas avoir de flamme. On va transformer directement la matière qui est donc par exemple la boue de station d'épuration en gaz directement. On va pouvoir retrouver aussi, en plus du gaz qui est produit, des sels minéraux, donc toute la matière inorganique qui va pouvoir se retrouver et qu'on va pouvoir essayer de valoriser en agriculture, ou encore de l'eau qu'on va pouvoir valoriser en irrigation. C'est une conversion qui est très rapide, c'est que quelques minutes dans le réacteur, et ça permet du coup d'avoir finalement une conversion du carbone, donc de retrouver vraiment tout le carbone qu'on avait dans la matière initiale, de le retrouver dans le gaz, donc une conversion assez élevée. On a deux types de technologies, et ça c'est plutôt en lien finalement avec la chimie. On a une technologie qui est plutôt catalytique, c'est-à-dire qu'on va utiliser un métal qui va nous aider pour la réaction, pour les conditions de réaction. Où on a la technologie vraiment haute température, donc on va monter beaucoup plus haut en température et on va pouvoir transformer du coup toute la matière. On a différents rôles finalement, nous, gestionnaires de réseau dans la gasification hydrothermale. C'est de mener des études pour permettre de dérisquer toute la chaîne de valeur de la gasification hydrothermale. Donc on va par exemple regarder tout ce qui est autour des intrants, quels intrants on va pouvoir traiter en gasification hydrothermale, notamment par exemple les sédiments de dragage. Si vous allez par exemple dans des ports ou sur la zone côtière, il y a de nombreuses collectivités ou ports qui ont des problématiques de en fait récupérer tous ces sédiments parce qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus ou moins les rejeter en mer et donc finalement ils ont ces déchets sur les mains et ils se demandent comment pouvoir les traiter. On a aussi la valorisation des sels. Comme je l'ai dit, la gasification hydrothermale produit à la fois du gaz, mais aussi des sels minéraux qu'on va venir essayer de valoriser en agriculture. Et donc nous, notre rôle, c'est d'essayer de voir comment on peut le valoriser en agriculture, par exemple.
ou encore le traitement des PFAS. Donc le PFAS, c'est des polluants qui sont éternels, qu'on retrouve de plus en plus dans l'environnement, dans la nature, et qui sont présents dans différents intrants, notamment les boues de stations d'épuration. Et donc nous, notre rôle, ça va être de déterminer comment on peut traiter ces PFAS et surtout vérifier qu'ils ne se retrouvent pas dans le gaz qui est produit en gasification hydrothermale, et que la gasification hydrothermale est bien une méthode pour détruire ces PFAS. Donc il y a plusieurs impacts environnementaux qui sont avérés, notamment le fait qu'on élimine des microplastiques, notamment le fait que la qualité de l'air elle va être préservée et qu'on peut traiter des déchets qui sont contaminés par exemple, parce que dans les conditions où on va traiter ces intrants, on va monter à tellement haute température et tellement haute pression que ça va pouvoir détruire toutes les bactéries, tous les virus pathogènes. Et ensuite, en valorisation économique, on va produire du gaz qu'on va pouvoir injecter. Et puis, ça représente une alternative aux méthodes beaucoup plus polluantes, au même titre que la pyrogasification, parce que c'est une alternative à l'incinération et à l'enfouissement, qui sont émissifs en gaz à effet de serre notamment. Et des sujets qu'on regarde en ce moment, je viens de le mentionner, comme par exemple le traitement des PFAS, qui est d'intérêt pour nous. Voilà, et la troisième filière que je voulais vous mentionner, c'est le Power to Methane. Donc c'est une technologie qui permet d'utiliser de l'électricité renouvelable et d'utiliser du CO2 biogénique qui est produit par méthanisation pour pouvoir le recombiner et former une molécule de e-méthane, donc de méthane qu'on va venir injecter dans le réseau. Donc c'est une technologie qui est assez connue et qui permet du coup d'être une solution de flexibilité par rapport au système électrique. C'est-à-dire que quand sur le système électrique il y a des énergies renouvelables qui ne vont pas pouvoir injecter d'électricité sur le réseau parce qu'il y a trop de production en même temps, et on va pouvoir mettre une unité de Power to Methane pour utiliser cette électricité pour faire de l'hydrogène et donc recombiner cette molécule d'hydrogène avec le CO2. Ça permet aussi de décarboner finalement des secteurs qui sont difficiles à électrifier, notamment le secteur du maritime du maritime, des transports lourds de manière générale, et de valoriser le CO2 biogénique qui est produit par la méthanisation par ailleurs. Donc on a deux types de technologies sur le Power to Methane. On a la technologie qui est plutôt catalytique. Donc on va dire que c'est une méthanation qui va utiliser un métal et qui va pouvoir transformer finalement le CO2 et l'H2 en CH4. Donc ça permet de convertir beaucoup de carbone, donc c'est du CO2, donc c'est très intéressant, et ça permet aussi de créer beaucoup de chaleur, et cette chaleur elle va pouvoir être valorisée finalement sur des réseaux de chaleur par exemple, et donc rentrer dans le modèle économique et dans les revenus du producteur de Power to Methane. L'aspect un petit peu négatif, ça va être que sur la technologie catalytique, on va être beaucoup plus sensible aux différents polluants, parce que les catalyseurs, c'est généralement des métaux qui sont assez chers et assez coûteux, et donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas le consommer. Et donc un catalyseur, ça sert vraiment un catalyseur, ça se régénère, et donc on va essayer de ne pas le consommer et donc de rester dans une logique d'utiliser une seule dose de catalyseur qui va venir se régénérer à chaque fois, et donc pour limiter les coûts. On a aussi la méthanation biologique. Donc la méthanation biologique, ça permet d'utiliser plutôt des micro-organismes qui vont faire cette conversion de CO2 et d'H2 en CH4. Donc voilà, ça va être vraiment des petits organismes. Donc en fait, ça va être dans des gros réacteurs, dans des grosses cuves où ces organismes vont vivre, et donc ils vont consommer du CO2 et de l'H2 pour le transformer en CH4. En aspect positif, il y a un peu plus d'acceptabilité par rapport aux différentes impuretés qu'il peut y avoir, et donc ça peut être aussi un aspect positif. Voilà, on a deux types de méthanation biologique. On a des méthanations biologiques in situ ou ex situ. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est ce qu'on peut retrouver, le cylindre avec le gros dôme vert. Donc là, on va pouvoir transformer tous les résidus agricoles, les déchets agricoles, etc. à côté des champs. Ça va produire du méthane qu'on va injecter dans les réseaux de gaz et du CO2. Et c'est ce CO2-là biogénique qu'on va pouvoir venir transformer avec l'hydrogène en CH4. Donc on a deux méthodes, comme je disais, pour faire la méthanation, le Power to Methane. Soit on va venir directement injecter de l'H2 dans le méthaniseur, donc pour que la réaction se fasse à l'intérieur du méthaniseur. Soit on va venir finalement
injecter de l'H2 dans un réacteur avec le CO2 qu'on va aussi injecter dans un réacteur. Donc c'est soit in situ, c'est le premier cas, soit ex situ, c'est le deuxième cas. Voilà, c'est juste pour vous montrer aussi qu'en Europe, il y a une très bonne dynamique du Power to Methane. On a plusieurs projets qui se font, alors c'est différents modèles et différentes tailles, mais par exemple, si on regarde la France, il y a 2 projets de Power to Methane actuellement qui sont en cours en France. Un premier qui injecte du gaz dans les réseaux de gaz, qui se situe en nord-ouest, et un second qui se situe à Pau, qui est en cours de mise en service. Et donc les deux finalement ont des modèles un peu différents. Le premier, il va produire de l'H2 et l'injecter dans un réacteur pour transformer le CO2 biogénique en CH4 et donc injecter dans les réseaux. Et le deuxième, ça va être la même chose, mais il va être adossé à une unité de station d'épuration qui va finalement valoriser tous ces coproduits. On peut voir qu'il y a différents modèles. On voit qu'il y a des très gros projets qui se font en Finlande. Et ça, c'est dû notamment au fait qu'il y a beaucoup d'électricité décarbonée qui est produite en Finlande. Du fait qu'ils ont finalement des grandes capacités, beaucoup de place, mais aussi beaucoup de vent, par exemple, pour faire de l'électricité bas carbone avec des éoliennes. Et donc, leur modèle, c'est plutôt de faire des très très gros projets et ensuite d'exporter le e-méthane qui est produit, en Europe. On voit aussi qu'il y a différentes installations, notamment en Espagne, en Suisse, en Italie, en Autriche, aussi en Allemagne. Et donc, ce qui prouve que finalement, il y a une bonne dynamique sur cette filière et c'est une bonne solution aussi pour produire du gaz vert et l'injecter dans les réseaux de gaz. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Donc on est à disposition, on a aussi un stand, c'est le E20 GRDF. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis on vous a laissé nos coordonnées avec une collègue. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre même maintenant. Merci beaucoup.